Bien, je remercie d'abord Cassie de me permettre en fait de parler non de psychanalyse ni d'enfance et littérature québécoise. Donc ma notice biographique se trouve à être un peu non fiable, mais j'ai quand même parlé d'un ouvrage qui m'a fasciné, fait que j'ai comme l'occasion d'en parler aujourd'hui, qui est Moi, Sandor F. d'Alain Fléchère. En 1934, alors qu'il a 17 ans, Sandor F. se fait offrir une chevalière avec ses initiales SF par son ami lors d'une cérémonie de fin d'études. 10 ans plus tard, en 1944, Sandor F. se trouve dans un wagon à bestiaux en direction d'Auschwitz, entre la Hongrie et la Pologne, sur le point de mourir à 27 ans des coups reçus par un SS. Dans le wagon, avant de mourir, il tend la main à un de ses confrères pour lui donner sa chevalière, sa bague, dans l'espoir que cet homme survive et qu'il puisse la rendre à la famille. Sandor F. meurt dans le wagon, succombant au coup qu'il a reçu. 6 ans plus tard, en 1950, sur une terrasse d'un café à Tel Aviv, la sœur de Sandor F., Lenke, entend des hommes parler hongrois. Elle se retourne et aperçoit une chevalière aux initiales SF portée au doigt d'un homme à la table voisine. Elle demande à l'homme d'où vient cette bague. L'homme, qui est un rescapé d'Auschwitz et qui était bien dans le wagon avec Sandor F., fond en larmes, voyant devant lui la destinatrice de l'objet. Alain Fléchère est né en 1944, 3 mois avant la mort de son oncle Sandor F. Et puis en 1964, le jour de ses 20 ans, il se fait offrir la chevalière en question par sa tante Lenke. Cette histoire, elle est disséminée dans le roman Moi, Sandor F., sur lequel portera donc ma communication. Est-ce qu'elle est vraie? Hors du texte, Fléchère soutient que oui. C'est du moins ce qu'il a affirmé lors d'une conférence à l'UQAM il y a 3 ans, invité par Pierre Ouellette, lors d'un séminaire portant sur les partages de la mémoire. Ainsi, j'ai choisi en ouverture de reconstituer avec des repères temporels, en plaçant d'un côté l'oncle mort et de l'autre le neveu vivant. J'ai décidé de reconstituer une histoire que le roman nous donne en éclat. Cette reconstitution, qui m'apparaît incontournable pour que vous arriviez à me suivre, a aussi l'effet d'aplatir le rapport à la vérité, le rapport au temps dont l'œuvre se joue d'une manière tout à fait poétique et complexe. Je vais donc essayer maintenant de rendre un peu plus justice au texte en vous exposant différents aspects de sa poétique et en décortiquant sa logique énonciative. Il s'agira du coup de réfléchir aux enjeux auxquels répond la non-fiabilité de cette narration-là. Il y a donc un oncle né en 1917 à Budapest, mort en 1944 en direction d'Auschwitz, et un neveu né en 1944 à Paris et auquel l'auteur s'identifie. L'œuvre superpose ces deux subjectivités au sein d'un seul je qui s'énonce du lieu du wagon en direction d'Auschwitz quelques minutes ou quelques heures avant sa mort. Un je qui possède un savoir sur sa mort à venir et sur la Shoah, parce qu'il est aussi le je de Sandor F. Fléchère, né en 1944 à Paris, et toujours en vie. Le don de la chevalière dont j'ai parlé en ouverture est raconté à la toute fin du roman et se présente à rebours comme le moment qui scelle ces deux je de l'oncle et du neveu. Je vous lis un passage. En m'offrant cette bague pour mes 20 ans, ma tante Lenke devient ma sœur, qui me restitue la chevalière, qui me rend mon prénom, qui me le donne, qui m'apprend qui je suis, qui me raconte mon histoire, qui me raconte les circonstances de ma fin, qui m'apprend ma mort, qui me dit ma réapparition, qui m'explique comment tout cela est parvenu à la faveur du hasard le plus invraisemblable. Bon, ça vous donne un peu une idée de la couleur et du rythme de ce texte. Je vous lis tout de même une autre tranche, quand même assez longue, tirée aussi des premières pages, pour que vous ayez un bon aperçu de la manière dont cette superposition des deux jeux, en fait, se manifeste. J'ai choisi aussi un passage très méta où le processus d'écriture, puisque c'est ce qui m'intéresse, est lui-même mis en scène. Ça va comme suit. Moi, Sandor F., né à Budapest en 1917, je suis le personnage d'une autobiographie, je dis bien autobiographie et non biographie, dont l'auteur, Sandor F., toujours moi, donc, est né à Paris en 1944. De moi, Sandor F., des années de ma brève existence, de ma fin misérable et anonyme, que peut connaître Sandor F., et qu'est-il lui-même pour s'intéresser à un destin aussi obscur qui devient le sien dans cette œuvre autobiographique, à moins que tout cela ne relève du roman. Que le lecteur n'aille pas déduire de ce qui précède qu'il y a deux Sandor F., un vrai et un faux. Je poursuis.
C'est un peu différent. Il y a 2 mois qui se succèdent pour un seul Sandor F, 2 époques dans l'histoire d'un même être. Il y a celui que j'ai été, mort à 27 ans, sans avoir eu le temps de raconter ma vie, et qui maintenant, par cette écriture autobiographique, se prolonge dans celui qui écrit. Il y a celui qui aurait dû continuer à vivre et qui, dans cette autobiographie que j'écris à sa place, devient celui que j'aurais pu être. Bon, afin de compléter un peu le portrait, il faut dire que le texte est saturé de ces mentions. Moi, Sandor F., né à Budapest en 1917, et moi, Sandor F., né à Paris en 1944. Elles doivent apparaître au moins 200 fois dans l'ouvrage. Cela dit, ces mentions ne servent jamais à placer le savoir du neveu d'un côté et de l'autre l'invention qui surgirait quand l'oncle décédé prend la parole, par exemple. Elles servent même parfois à creuser l'ambiguïté. On retrouve plusieurs passages comme celui-ci que je vais citer. Oui, c'est ça, pardon. Moi, Sandor F., né à Budapest en 1917, j'aurais pu connaître celui que je suis en ce moment, Sandor F., né à Paris en 1944. Et si tout nous rapproche au point de nous confondre en un seul et même être, ce qui nous sépare en 2 destins différents, en dépit de la continuité, reste sans solution, sans remède. Ainsi, cette superposition des 2 subjectivités a pour effet de dédoubler la filiation. Si on prend le texte au pied de la lettre, on se retrouve avec au moins 4 Sandor. Bon, j'ai fait une espèce de petit graphique. Bon, ça se manifeste dans le texte avec des extraits comme « Je suis arrivé sur Terre 3 mois avant ma mort ». Il y aurait un peu ce Sandor F qui est né et mort en 1944. Bon, on pourrait dire à toutes les disparitions des membres de la famille imposées par les événements, les parents de Sandor notamment sont aussi morts dans les camps. Le texte répond avec un procédé narratif qui produit des jeux, sorte de tentative, je cite le texte, de repeupler le monde pour qu'il semble complet à nouveau. Puisque les 2 Sandor parlent en même temps, mais de 2 endroits différents dans l'arbre généalogique, chaque membre de la famille se voit dédoublé. Lorsqu'il est question de Lenke, par exemple, il est à la fois question de la sœur et de la tante. Lorsqu'il est question de Carolie, il est à la fois question du père et de l'oncle. Le texte assume cette multiplication des subjectivités. Bon, je cite un petit passage encore. Moi, Sandor F., né à Budapest en 1917, j'ai eu 2 frères, Carolie, mon père, dont je viens de parler, Ebella, l'aîné, mon oncle, et j'ai eu une sœur, Lenke, ma tante, tous 3 plus âgés que moi. Bon, autre caractéristique importante, au lieu d'inscrire le texte au conditionnel, Fleischer insère plusieurs « je me souviens, j'imagine » dans le récit de Sandor. Ces fragments sont présents plus d'une centaine de fois et se déclinent de plusieurs façons. J'en ai mis quelques-unes à l'écran, je ne vais pas tous les citer. Mais bon, par exemple, « je ne sais plus, je n'ai jamais su, j'imagine, je me souviens ». J'imagine, je ne sais plus, mais je suis sûr pourtant. Tout cela, moi, je le sais, je l'ai su, je m'en souviens, j'imagine, et puis je l'ai appris. Ou encore le dernier, je ne sais plus, je ne sais rien, je me souviens quand même, j'imagine. Le texte pose donc sur un même plan le souvenir, l'invention et l'imagination. Si la narration de Moi Sandor F. est donc suspecte, ambiguë ou trompeuse, pour reprendre le titre du colloque, on n'est pas devant une œuvre ou un auteur qui cherche délibérément à nous tromper, mais davantage devant une œuvre qu'on pourrait dire tiraillée par les questions qui lui donnent sa forme. Comment transmettre une histoire qui n'a jamais été contée? Comment rendre compte que cet événement continue de résonner des générations plus tard chez celles et ceux qui ne l'ont pas vécu ni directement ni indirectement? Comment produire un discours sur l'événement qui ne soit pas celui formaté par les modalités de l'écriture historique? Comment dire quelque chose de plus que les anecdotes familiales que Fleischer juge incomplètes et orientées? Le recours à la littérature pour répondre à ces différentes questions n'est pas toujours vu d'un bon œil. Pour le dire avec Dominique Viard, je le cite, ce ne sont pas tous les ouvrages consacrés au camp qui sont regardés avec suspicion, mais ceux qui s'en approchent avec les moyens de la littérature. Le chercheur remarque que dans les dernières années surgit tout un corpus de littérature concentrationnaire qui, je le cite encore, installe la fiction au cœur même du scrupule qui l'entrave. Ce qui rejoint quand même des enjeux qu'on a vus tout à l'heure à propos de Laurent Binet, par exemple.
Bon, chez Fleischer, on peut percevoir cet aveu constamment répété « je me souviens, j'imagine », comme ce scrupule qui entrave le texte et qui lui donne sa forme. Fait important, l'ouvrage est publié dans une collection intitulée Alter Ego chez Fayard, dont l'objectif est de proposer des autobiographies fictives et qui appelle donc ce type de projet. Le procédé est donc reconnu, encouragé par un éditeur et n'apparaît pas comme une bizarrerie dans le paysage littéraire. Bon, vous n'êtes sans doute pas sans connaître les différentes polémiques entourant les représentations et fictions de la Shoah, la plus populaire étant celle opposant Claude Lanzmann à Yannick Haenel, le premier accusant le second de falsifier l'histoire en se mettant dans la peau de Jan Karski dans son roman du même nom, que certains ont adulé et d'autres qualifié de misère d'imagination, de régression historiographique. Représenter l'événement de la Shoah ou ce qui l'entoure est suspect ou suscite la suspicion. Il y a une époque où l'art multiplie les moyens de s'approprier le réel. Il apparaît encore plus difficile pour une œuvre fictionnelle portant sur la Shoah de faire l'objet d'un consensus. C'est pourtant l'exploit que semble avoir réalisé Laszlo Nemes avec son film « Le fils de Saul », paru en 2015. Fleischer a d'ailleurs fait paraître un ouvrage cet automne intitulé « Retour au noir », je mets à l'écran, qui répond de manière un peu frondeuse à l'ouvrage « Sortir du noir » de Georges Didier Huberman, qui encensait le film en question. Fleischer s'interroge en fait sur la force du consensus entourant ce film et se demande à quoi il tient. Il en a contre cette idée qu'on aurait enfin trouvé le régime de représentation adéquat de la Shoah qui nous permettrait enfin de passer à autre chose dans l'histoire du cinéma. Est-ce que le consensus tient sur le cadrage choisi par Nemes et dont tout le monde fait l'éloge? Je ne sais pas si vous n'avez pas vu le film, je vous mets une image à l'écran. Cadrage qui fait... qui met tout le temps le protagoniste en gros plan et qui floue l'arrière-plan, donc qui floue les horreurs. Qui obscurcit les horreurs. Donc, la représentation idéale de la Shoah serait-elle esthétiquement, pudiquement et prudemment floue, se demande Fleischer, et pour éviter quelle indécence? Bon, sans répondre ou relancer le débat, on peut dire que l'ouvrage « Moi, Sandor F », même si c'est un texte écrit, qui n'est pas dans la représentation picturale, et qu'il dévoile même ses différents jeux et ressorts, ne manque pas d'impudeur. Et du coup, il prête tout de même le flanc aux critiques. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais Fleischer fait le choix surprenant de raconter, d'inventer la vie de son oncle à travers un prisme bien précis qui est celui de ses premières expériences sexuelles, son éveil érotique, ses fantasmes. Fleischer raconte, par exemple, la première fois de Sandor à ses 13 ans avec Annette, une employée de la famille qui en avait 15 à l'époque. Aussi, Fleischer met en scène différents moments où Sandor est ému devant le corps nu de sa sœur Lenke. Il laisse planer tout au long du roman, sans le raconter, un épisode de transgression incestueuse entre sa sœur et lui. On pourrait se demander pourquoi Fleischer fait un tel choix. Une fois la surprise passée, et si on se donne la peine d'étudier le texte dans sa logique énonciative, on se rend compte que ce récit se déploie selon une logique bien particulière qui n'est pas celle de l'impudeur. Je vais donc essayer maintenant d'expliquer un peu cette logique-là. Bon, l'événement de la mort de Sandor, tel qu'il est raconté, devient le matériau à partir duquel Fleischer invente une vie à Sandor. Cette fin, plutôt que d'être présentée comme un point d'inconnu sur lequel on ne pourrait rien dire, devient le savoir sur la vie entière de l'oncle qui contamine toute son histoire. Ou, pour le dire avec les mots du texte, la fin est au milieu de tout. Elle est ce point noir qui irradie et vers lequel tout afflue, par lequel tout passe, trou noir qui éclaire tout ce qui précède. Bon, quels sont les termes de cette fin? Quels sont les termes de la mort de Sandor? Bon, le texte dit de Sandor qu'il est mort dans un wagon à bestiaux entre la Hongrie et la Pologne. Il dit aussi que l'homme a reçu un coup d'un officier SS et qu'il se trouve couché à plat ventre comme un nageur sur le sol du wagon. On dit qu'il a aperçu un appareil photo Leica au cou d'un SS.
On dit que son corps est recouvert de bleu d'échymose, que la puanteur et la proximité des corps d'hommes est invivable, que la soif et la déshydratation envahissent les corps. Ces plusieurs éléments, si on est attentif au récit et qu'on ne se laisse pas aveugler par son impudeur, constituent tous le point de départ d'un pan de l'histoire de Sandor, de cette histoire. Bon, par exemple, au bleu des échymoses, le texte oppose une vie sous ce signifiant du bleu, qui aurait été la couleur favorite de Sandor. Fléchère évoque le bleu du papier à lettres sur lequel aurait écrit Sandor, le bleu de l'encre, le bleu pâle des murs de la maison familiale, maison entourée dont on dit de tilleuls dont l'ombre était bleue. Il est aussi question du bleu de son manteau, ça revient tout le long du texte. C'est un passage. Ma main droite, piétinée par le soldat, est inerte et bleue. Cette couleur que j'aime tant commence à envahir mon corps, signe d'une dernière faveur qui m'est accordée, être tout entier gagné, accueilli par ma couleur favorite. Vous voyez un peu l'espèce de circularité de ce terme. Bon, disons que la circularité de ce terme est la plus évidente, la plus simple à retracer dans le roman. À d'autres moments, l'assemblage, le réassemblage des signifiants de l'événement imaginé de la mort apparaît plus crypté. Fléchère présente un souvenir d'enfance, par exemple, où le jeune Sandor se serait amusé à faire passer les rails de son train électrique sur les sépultures de ses animaux de compagnie. Mort dans un wagon à bestiaux se transforme dans cette scène en une représentation d'un wagon roulant sur des bêtes mortes. Bon, il y a une réorganisation des signifiants de la mort qui sert à construire un épisode de la vie de son oncle. Bon, je vous donne ces deux exemples pour en revenir à la question de la sexualité qui fonctionne sous ce même mode. La première relation sexuelle de Sandor avec Annette a lieu dans un lac de Chodova Plana en Bohême, situé approximativement géographiquement entre la Hongrie et la Pologne. À la promiscuité dérangeante des corps d'hommes dans le wagon, le texte oppose la proximité sensuelle de Sandor avec un corps de jeune fille. À l'expérience de la mort, le texte oppose l'expérience sexuelle. À la déshydratation et l'assèchement des corps dans le wagon, le texte oppose une relation sexuelle qui a lieu dans un lac, donc sous l'eau. À l'état d'animal auquel est réduit le corps dans le wagon à bestiaux, le texte oppose, je cite, « ce qu'il peut y avoir de joliment animal entre une fille et un garçon ». Bon, dans cette scène, la mort n'est pas très loin non plus, car de retour à la maison d'Annette, Sandor et elle aperçoivent le grand-père d'Annette mort dans son fauteuil, et devant lui, ils poursuivent tous les deux leur rapprochement sexuel. Je cite, « Cette première nuit accumulait sans violence deux expériences premières, celle du sexe et celle de la mort. » Bon, le temps me manque pour retracer le parcours des signifiants de la mort imaginée de Sandor. L'ouvrage fait 400 pages et chaque scène semble pouvoir être lue dans cette perspective. À cette circulation des termes, de ces mêmes termes, s'ajoutent d'autres informations qui appartiennent au savoir de Fléchère, de ses lectures historiques, fictionnelles, biographiques, et qui sont insufflées à l'histoire de Sandor et s'emboîtent dans le même mouvement. Bon, Sandor aperçoit, par exemple, au cou d'un SS un appareil photo Leica 2. Pour utiliser une image un peu convenue, on pourrait dire comme la Madeleine de Proust, la vue de cet appareil lui rappelle l'appareil qu'il aurait possédé plus jeune, qui aurait été exactement le même, appareil avec lequel Fléchère imagine que Sandor aurait photographié sa sœur nue. Aussi, tous les stratagèmes élaborés par Sandor pour camoufler l'appareil qui réussirait à photographier la nudité de sa sœur, et toutes les tactiques pour dissimuler les clichés de nus féminins qu'il porte sur lui ne sont pas sans rappeler les 4 photographies prises sur les camps dont Didier Huberman parle dans Images malgré tout et dont les pellicules ont dû être dissimulées pour être montrées au grand jour. Photos parmi lesquelles on retrouve d'ailleurs des clichés de femmes nues se dirigeant vers une chambre à gaz. Bon, cette obsession de Sandor de photographier sa sœur nue trouve une autre explication qui concerne, cette fois-ci, l'histoire de l'art. Fléchère imagine son oncle Sandor, lors d'un voyage avec sa sœur Lenke, visiter une galerie d'art et être frappé par la vue de 2 tableaux d'Egon Schiele.
un autoportrait et un nu féminin, celui de la jeune sœur du peintre. Un an avant la parution de Moi, Sándor F., Fleischer publiait un petit ouvrage entièrement consacré au dernier tableau d'Egon Schiele, je dirais fasciné par cette dernière image comme des dernières minutes de la vie de son oncle, qui serait l'image absente. Le peintre Egon Schiele est mort à 28 ans de la grippe espagnole. Dans Moi, Sándor F., lorsque Fleischer en fait mention, il parle plutôt d'une mort à 27 ans, et ça fait du coup coïncider le destin du peintre avec celui de son oncle, qui est mort à 27 ans. Dans cet ouvrage sur d'essai biographique, celui qui est à l'écran, on apprend que Schiele utilisait sa jeune sœur comme modèle. En voyage avec Egon, retournant sur les traces du voyage de noces de leurs parents, elle posait nue dans une chambre d'hôtel, tout comme Lenke pour son frère Sándor. Mon Fleischer se demande, c'est un passage du texte, à propos de cette espèce de retour sur les traces des parents dans le voyage de noces, la fille a-t-elle pris la place de sa mère auprès du père, dont la place était prise par le fils, par le père? Bon, les biographes de Schiele refusent d'imaginer un passage à l'acte sexuel entre le frère et la sœur. Fleischer soutient pour sa part cette hypothèse, s'appuyant sur le contenu de certaines correspondances, transgressant dans cet ouvrage à l'écran une pudeur qu'il condamne chez les biographes. Il publie un an plus tard Moi, Sándor F., qui effectue un pas de plus dans la transgression et qui vient donner une forme à l'espèce de désordre filial et familial qui l'intéressait déjà chez Schiele, et en transfigurant du même coup plusieurs épisodes de la vie de Schiele en les attribuant à son oncle. En conclusion, à propos de Moi, Sándor F., Dominique Viard encore écrit « Il y a sans doute un certain scandale à s'installer ainsi dans la vie et la mort d'un autre, mais le scandale serait aussi de laisser cette vie et cette mort se dissoudre dans le silence qui les cerne. Dans le but de ne pas laisser tomber l'histoire de son oncle dans l'oubli, Fleischer écrit « Moi, Sándor F., un roman qui se débat avec l'impossibilité de raconter. Moi, Sándor F. n'est pas une œuvre qui cherche à nous tromper. Peut-être qu'on peut parler de faillibilité avouée en suivant la classification qui a été proposée tout à l'heure. C'est donc pas un roman qui cherche à nous tromper, mais qui cherche à restituer une mémoire, à construire un récit, une vie avec d'autres moyens que la reconstitution historique, que l'on nommerait peut-être, quant à elle, une écriture fiable. À tort. Le vécu d'un événement traumatique ne se déploie pas en 3 strates, en 3 temps, passé, présent, futur, mais a plutôt à voir avec un présent qui fait retour, un présent qui ne passe pas. Il s'agit pour Fleischer d'inventer les modalités d'une énonciation qui puisse rendre justice à ce dérèglement du temps, à l'éternel retour d'un événement qui fait toujours question et qu'aucun récit ne peut figer. Fleischer écrit, c'est ma dernière citation, un destin tragique, c'est dans Moi, Sándor F., un destin tragique interrompu prématurément laisse le sujet dans un éternel présent de son drame, sorte d'éclairage fixe ou d'image arrêtée. Ainsi peut-on concevoir Moi, Sándor F. comme une tentative de défiger l'image, de produire un savoir sur la vie de son oncle, quitte à inventer, quitte à tromper, écrire malgré tout, pour reprendre et travestir un peu le titre de l'ouvrage fameux de Georges Huberman. Voilà.